Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Hélène Soldano et je suis journaliste. Je travaille pour un magazine d'investigation et j'ai décidé il y a quelque temps de faire un reportage, un article de fond sur un phénomène dont on n'a peut-être pas entendu beaucoup parler dans les médias, mais dont les répercussions pourraient être significatives d'ici quelques semaines. Vous comprendrez très vite pourquoi. Donc je vais vous parler de la faillite d'un armateur sud-coréen, la Hanjin Shipping, qui donc, je vous le disais, a fait faillite il y a quelques temps. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Cette compagnie de transport maritime sud-coréenne a fait faillite et cette nouvelle finalement a fait l'effet d'une véritable bombe dans tous les ports du monde, des plus petits aux plus grands, de Singapour aux États-Unis, en passant par Hambourg et même l'Italie. Cette compagnie, cette entreprise était la première compagnie de transport maritime en Corée du Sud et la 7e au niveau mondial. Sa flotte était composée, pour vous donner une idée, de 141 navires qui donc transportaient des conteneurs de marchandises. Et ce que nous allons voir ensemble, c'est que la faillite de cette entreprise a eu des répercussions qui vont bien au-delà de la Corée du Sud. Et je crois en fait, et c'est l'angle que j'adopte dans mon discours, dans mon article plutôt, que c'est une crise qui met en avant donc un problème de tout le système mondial de transport maritime. Et c'est une crise presque structurelle. En fait, si l'on voulait résumer cela en une phrase, on dirait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a trop de navires pour transporter trop peu de marchandises, tout simplement. Alors, cette faillite n'a pas surpris les experts du secteur parce que depuis l'année 2011, l'entreprise se trouvait dans une situation économique et financière très très compliquée et elle était donc déficitaire. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques mois, la Hanjin Shipping avait pu continuer de contracter des prêts auprès d'instituts financiers dans le monde et en particulier la Banque de Corée qui l'avait beaucoup aidé. Mais après plusieurs années de bilan négatif, l'entreprise a dû faire faillite. Alors, qu'a-t-elle fait? Le 31 août, elle a déposé son bilan à la fois, et c'est important, en Corée du Sud et aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Tout simplement, cette faillite a voulu dire que sont restés en mer 65 navires, des navires avec des conteneurs qui contenaient beaucoup de marchandises, pour environ, on a calculé 14 milliards de dollars. Et encore, ce sont des chiffres qui ont été revus à la hausse depuis. Puis vous imaginez tous les équipages présents sur les différents navires qui se sont retrouvés bloqués. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en apprenant que l'entreprise avait fait faillite, de nombreux ports ont refusé tout simplement aux navires d'amarrer chez eux pour les opérations de chargement ou déchargement des marchandises, et ils ont dit vous ne pourrez pas amarrer chez nous avant de pouvoir nous garantir que quelqu'un payera les taxes portuaires tout simplement, que quelqu'un payera le salaire des employés du port et que vous nous payerez pour pouvoir remettre de l'essence dans vos navires tout simplement. Aujourd'hui, on a encore quelques navires qui sont en mer. Alors depuis, j'imagine que la situation s'est améliorée. Mon article est quand même paru il y a quelques semaines. Mais vous voyez que ça a été une situation de confusion totale. Une situation, on pourrait même dire, de chaos pour tout le commerce maritime. En fait, on a l'impression que c'est évident, mais il faut le rappeler, je crois. Le transport de marchandises aujourd'hui est l'une des activités principales de notre système économique mondial. Et que l'on parle notamment d'objets de consommation courante comme les téléviseurs, les téléphones portables, les vêtements ou de matières premières, mais aussi de denrées agricoles, de produits que l'on appelle semi-ouvrés, du jus d'orange au carbone, qui se retrouvent stockés et transportés sur ces navires. Et pour vous donner un chiffre, environ 95% du transport dans le monde est effectué via le transport maritime.
Alors, pour remettre un petit peu les choses en perspective, la Hanjin Shipping dont je vous parle aujourd'hui représente seulement 3% du commerce au niveau mondial, pour ce qui est du transport donc par conteneur. Mais elle représente par contre 8% de commerce transpacifique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le commerce qui est effectué entre les pays asiatiques et les ports américains. Pourquoi est-ce que cela nous intéresse? Parce que aujourd'hui, l'inquiétude qui prévaut, c'est le risque d'une crise de la vente au détail, en fait. Parce que aux États-Unis et dans le reste du monde, c'est bientôt la période des fêtes de Noël. Et cela veut dire très concrètement qu'avec ces conteneurs qui sont bloqués en mer, eh bien, cela va ralentir la livraison de tous les produits commandés par les marques occidentales. Et cela veut dire concrètement que vous risquez, en tant que consommateur américain non, mais européen aussi, de ne pas pouvoir offrir l'iPhone dernier cri à votre compagnon ou le dernier jouet à vos enfants. Parce que tous ces produits, tout simplement, eh bien, sont fabriqués en Chine ou en Asie du Sud-Est. Intéressons-nous maintenant à un autre aspect qui me semble intéressant à propos de ce phénomène. L'entreprise de Corée du Sud, je vous l'ai dit, a déposé le bilan à la fois en Corée du Sud, mais également aux États-Unis. Et c'est un aspect intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dépose le bilan, très concrètement, on se protège de ses propres créditeurs. En fait, on essaye de minimiser les conséquences et surtout, on essaye d'éviter que nos biens soient que la justice effectue une saisine de nos biens, que l'on s'approprie de nos biens, en l'occurrence de nos navires. Alors, par exemple, il y a un tribunal au New Jersey qui a dit aux navires de cette entreprise, vous êtes protégés, donc personne ne viendra se saisir de vos navires, mais nous vous demandons de ne pas quitter les eaux territoriales américaines, parce que finalement on ne sait jamais, au cas où, tant que la question n'aura pas été réglée. Vous imaginez bien que suite à ce genre de décision par les tribunaux, beaucoup de créditeurs aux États-Unis ont fait appel, puisque dans tous les États-Unis, il y a des entreprises américaines qui veulent avoir réparation, bien sûr. Donc je pense que l'on aura de nombreuses autres plaintes qui seront déposées dans tous les tribunaux américains ces prochains mois. Demandons-nous à présent pourquoi cette faillite. Pourquoi est-ce que la Hanjin Shipping a fait faillite? Si l'on s'intéresse à ce qui se passe au niveau de la Corée du Sud, donc si l'on adopte un point de vue national, on va dire. En fait, tout ça est assez intéressant parce que cette faillite, c'est la conséquence d'une vraie lutte de pouvoir au sein du pays. Parce que cette entreprise, en fait, est une filiale d'un grand groupe, un conglomérat d'entreprises qui travaillent dans de nombreux secteurs. Et cette entreprise est en fait l'entreprise d'une grande famille en Corée du Sud. On appelle ça en coréen les chaebol. Ce sont ces grandes familles qui ont beaucoup de pouvoir et qui donc possèdent de nombreuses entreprises qui sont en fait étroitement liées au gouvernement et qui donc contrôlent quelque part les différents secteurs de l'économie sud-coréenne. C'est pour cela qu'en fait la question s'est posée en Corée du Sud. Pourquoi est-ce que le gouvernement a laissé cette entreprise sombrer? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de réunion secrète dans les plus hautes instances du pouvoir pour sauver cette entreprise qui représentait tout de même un poids non négligeable? Parce qu'il faut savoir qu'en Corée du Sud, 70% de la livraison de marchandises se fait par la mer. Et d'ailleurs, il faut savoir que la Corée du Sud, le gouvernement, avait quelques mois auparavant sauvé une autre entreprise sud-coréenne qui s'appelait la Daewoo Shipbuilding, donc une entreprise qui gérait des chantiers navals. Donc la question s'est posée, pourquoi sauver une entreprise et pas l'autre? Alors on n'a pas de réponse, mais j'imagine que c'est parce que la population n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Si maintenant on s'éloigne du point de vue purement national et que l'on adopte
une autre position, quand on regarde ce qui s'est dit dans le reste du monde. En fait, on peut se rendre compte que la faillite de cette entreprise, je vous l'ai dit au début de mon discours, se fait le reflet d'une vraie crise que traverse tout le secteur du transport maritime. Et je crois qu'on peut lier cela au pouvoir énorme qu'a aujourd'hui la finance spéculative surtout. Et c'est pour cela d'ailleurs aussi, nous allons le voir, que les conséquences de la faillite de cette entreprise se sont ressenties dans le monde entier. En fait, depuis que le premier conteneur a été chargé sur le premier navire en 1956, c'est un secteur qui a connu une croissance énorme, gigantesque. Et aujourd'hui, ce secteur représente une partie énorme de notre économie mondiale. C'est la première fois d'ailleurs qu'une entreprise de telle taille dans ce secteur fait faillite. Et en fait, ce que personne n'ose dire à voix haute, c'est que cette faillite pourrait n'être que la première d'une longue succession de faillites, parce qu'en fait, presque 90% des entreprises de transport maritime sont au bord de la faillite, elles aussi. Alors, vous le savez aussi bien que moi, qu'est-ce qui se passe dans le monde depuis plusieurs années? L'économie tourne au ralenti, en Chine comme ailleurs, et en fait, le transport de marchandises tourne également au ralenti. Pour vous donner une idée, au début des années 2000, le transport maritime a connu une croissance 2 fois plus élevée que la croissance du PIB mondial. Alors que ces 5 dernières années, le transport maritime a connu en fait la même croissance que celle du PIB mondial, donc en fait très très peu, vous le savez. En 2015, nous avons changé, les positions se sont inversées, le PIB mondial a connu une croissance plus élevée que le trafic maritime. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les dimensions de ces secteurs sont telles qu'en fait, c'est un secteur qui a un poids démesuré. Dites-vous qu'en 2015, la flotte totale présente sur nos mers était 4 fois plus grande que dans les années 2000. Donc, en plus, tout le secteur du transport maritime est géré par quelques grosses entreprises qui ont donc un poids considérable et qui se font concurrence les unes les autres et qui de fait évincent totalement les plus petites entreprises qui ne font pas le poids. En fait, aujourd'hui, et je pense que je vais peut-être m'arrêter là, la fin est un petit peu brutale, mais je vois que mon temps de parole est terminé. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à lire l'article que j'ai publié sur le dernier numéro de mon magazine. Je vous remercie pour votre attention.